Monsieur le Kanzer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de cet après-midi. Tout de suite, le principal titre, coopération Djibouti-USA. Le président visite un bateau de guerre américain. Et autre titre du pays, le Premier ministre Afrique-Chine plutôt, les premières conférences ministérielles de l'OMC. Et pour commencer à développer ce journal, le président a visité ce matin les porte-avions américains Harry Truman qui se trouve à 11h de l'île des Périmées située en face du Yémen. Cette île du Yémen a une position stratégique sur les détroits du Bab el-Mandeb. Les porte-avions Harry Truman abritent en permanence 5000 militaires et 70 avions de combat qui survolent la région dans l'objectif de participation, de stabilisation, de pacification, de stabilisation. Il est accompagné et escorté par 5 navires de guerre dont des bombardiers et des ravitailleurs. Cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement et suivi de la coopération militaire entre Djibouti et les États-Unis. Il est présenté accompagné par le chef de la sécurité nationale et quelques officiers et supérieurs. Dans le cadre de la politique de la reconnaissance nationale initiée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré ce matin en cadre du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Il s'agit de Wahib Hamadou Mohamed, عمر قيدي علي عبد الشيخ عثمان يوسف أحمد إبراهيم محمد فارح إبراهيم محمد أحمد سالم عبد الرشيد يوسف أبتدون حسن محمود محمد خضر حسن علمي نمعة عبد علي et Maudis Larry. Ces cadres ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre national du 27 juin pour leur loyaux service au sein du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ces 11 lauréats ont servi plus d'une vingtaine d'années et ont à leur manière servi notre mère patrie. D'avoir été décoré par nos autorités nationales après tant d'années de travail. C'est la consécration d'une trentaine d'années de bons et loyaux services. Donc nous sommes vraiment heureux à mon nom personnel et au nom, disons, des collègues ici présents. Je remercie Monsieur le Premier ministre
et notre ministère de tutelle d'avoir su vraiment choisir les gens qui ont donné, les gens qui sont engagés corps et âme pour leur pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en collaboration avec la Direction de la statistique et des études démographiques d'ISET, du commissariat au plan chargé de statistiques et de la Direction de l'élevage et du service vétérinaire DSV, du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, organise une réunion de restitution stratégique et de plaidoyer portant sur les résultats du projet intitulé Méthodologie pour un recensement national du cheptel animal en République de Djibouti. C'est jeudi 17 décembre 2015 à 8h à l'hôtel Acacias. L'objectif de ces programmes de coopération technique est de développer une méthodologie appropriée pour un recensement du cheptel national en République de Djibouti. La méthodologie proposée est d'utiliser un relevé aérien afin de cibler plus précisément le ménage par le système de positionnement géographique, fournir une indication photographique des exploitations de l'élevage. Enfin, utiliser une équipe mobile pour collecter les informations sur la réalité du terrain, de facto les méthodes des sollicitaires à travers un questionnaire précis basé sur une vaste consultation des utilisateurs. Une combinaison de technologies permettra d'assurer une efficacité et une précision. Toute pratique des productions animales, le type d'élevage et la qualité du bétail seront catastrophiées à l'aide de la photographie. La RNCA contribuera à l'accroissement de la disponibilité en données statistiques agricoles par la mise à jour des données sur les effectifs nationaux du cheptel animal et permettra également de mieux cerner la contribution du secteur à l'économie nationale. Autre nouvelle du pays, un atelier de réflexion axé sur l'institutionnalisation des cours de soutien dans les écoles primaires s'est ouvert au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. L'ensemble des inspecteurs et des conseillers pédagogiques du primaire prennent part à cette session de réflexion de 2 jours animée par Isman Ibrahim, inspecteur pédagogique et conseiller principal du ministre de l'Éducation nationale. Les travaux de l'atelier ont été lancés par Haroun Umraden, secrétaire général du MINFOP, en présence du haut cadre et responsable du ministère. L'occasion pour lui de mettre l'accent sur l'importance des cours de soutien dans la stratégie d'amélioration de l'offre d'éducation publique. À ce titre, le secrétaire général a rappelé les difficultés les plus récurrentes en classe, surtout en lecture et en mathématiques, ce qui nécessite un inventaire de pratiques déjà en cours en matière de soutien scolaire et l'élaboration d'une stratégie cohérente pour un soutien scolaire plus efficace et mieux adapté, a-t-il souligné. C'est d'ailleurs les propos de la mise en place de 2 groupes de réflexion dont l'un composé des conseillers pédagogiques auront à se pencher sur l'inventarisation des pratiques en cours et les seconds groupes composés d'inspecteurs qui devront élaborer la stratégie et les programmes nationaux des soutiens scolaires. A le souci toujours de faire réussir tous les élèves de nos écoles. Pour cela, un soutien scolaire a été initié et mis en place. Aujourd'hui, nous marquons une pause pour réunir tous les intervenants de cette thématique ô combien importante, qui est d'amener les enfants et tous les enfants à réussir, quelles que soient leurs difficultés. Nous avons donc réuni les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les formateurs au sein du centre de formation des enseignants pour leur donner un temps de réflexion, un temps d'échange et de partage sur cette thématique et leur permettre de mettre en place, la finalité étant de recadrer les actions et de mettre en place la politique éducative et la volonté politique sont bien réelles et sont là, mais nous travaillons aujourd'hui sur un cadre global de politique nationale concernant l'aide à apporter aux élèves en difficulté de nos écoles. Le directeur de la direction de l'environnement du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Hussein Irash Robleh, a présidé mercredi 16 décembre 2015 au Palais du Peuple la cérémonie de la clôture de l'atelier de l'éducation environnementale destinée
aux enseignants arabophones des écoles privées en présence des conseillers techniques du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Aden Hassan Elmi, le coordinateur régional du programme de l'éducation et communication environnementale de l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, ainsi que le secrétaire général de l'association des écoles arabes à Djibouti, Ahmed Nour. À cette cérémonie, les participants ont été remis les diplômes par le directeur de la direction de l'environnement et les conseillers techniques, ainsi que le coordinateur régional du programme de sensibilisation du PERSGA. Et vous avez tous entendu la COP21 durant 3 semaines. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais tout juste vous dire une seule chose, que dorénavant, il faudrait changer. Aujourd'hui, vous êtes là, il faudra maintenant mettre en place, en tant qu'enseignant, des élèves qu'il faudra changer cette nouvelle manière de voir les choses. Et donc, vous aussi, on nous demande aussi de changer de comportement. Donc, comment faire? C'est l'importance de l'environnement. Donc, mettre en place un système très simple de sensibilisation de l'importance de l'environnement. Parce que qu'est-ce qu'on a compris? Que si l'homme ne agit pas, je ne sais pas, parce qu'il faudrait voir ici aujourd'hui, que nous on est présents, mais les enfants, nos enfants seront présents. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va leur donner un monde qui va, ces gens qui vont venir, ils vont nous dire qu'aujourd'hui on n'a pas agi parce qu'on peut agir sur la situation d'aujourd'hui. Et si on n'agit pas, les conséquences vont retomber sur nos générations futures. On marque une petite pause pour l'Adhan al-Asr, on se retrouve juste après l'Adhan, restez avec nous. Toujours les journaux en fin d'après-midi du mardi 15 décembre, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu la visite d'une forte délégation des carabiniers italiens conduite par le général de corps d'armée Vincenzo, adjoint au commandant de la carabinieri italienne. La délégation a été reçue à l'état-major de la gendarmerie où une prise d'armes a été tenue en son honneur. Plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale ont été également pour l'honneur. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et son hôte ont longuement discuté de relations de coopération entre les deux institutions et de la signature imminente d'un agrément, preuve de l'excellence des rapports et empreinte d'amitié et de fraternité. Le général du corps d'armée Vincenzo a tenu à exprimer la volonté du haut commandement de la carabinieri de pérenniser la collaboration existante entre les deux institutions. La signature de ce protocole permettra de raffermir et de matérialiser les liens forts entre la gendarmerie djiboutienne et la carabinieri italienne. Le général Vincenzo a remercié les colonels d'État, les chefs d'état-major des gendarmeries nationales pour l'accueil particulier qui a été réservé à sa délégation. La fin de la visite a été marquée par des échanges de cadeaux symboliques entre les deux parties. Toujours dans le cadre de l'assurance maladie universelle, on vous propose cette fois-ci un grand angle sur l'hôpital régional d'Arta, une structure rétrocédée depuis 1 an à la Caisse nationale de sécurité sociale pour élargir l'offre médicale. Autrement dit, avec l'assurance maladie, les prestations de soins sont complètes allant de la consultation aux opérations chirurgicales ainsi que l'hospitalisation. Pour ce faire, alors, la CNSS, organisme gestionnaire de l'AMU, assurance maladie universelle, a investi en équipant l'hôpital d'Arta de matériel médical de haute technologie pour faire à terme de cet hôpital un pôle médical de référence. Je vous propose de suivre ce reportage de notre équipe. Alors c'est une intervention telle qu'elle est prise aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le fait à Djibouti. D'accord ?
Ça ne se fait pas à Djibouti. Je pense qu'à l'époque, il n'y a pas moyen, il n'y avait pas le matériel nécessaire pour faire cette type d'intervention. Maintenant, heureusement, avec la CNSS, et bien sûr je remercie la directrice, qui a fait en sorte à ce qu'on ait le matériel au complet. Le ministère de la Santé, à travers les centres nationaux de référence en santé de la reproduction Husseina, a organisé en collaboration avec le Rotary Club de Djibouti Mer Rouge une journée de dépistage des cancers du col de l'utérus et du cancer des seins dans la région d'Arta, dans la localité de Damerjouk, le 17 décembre 2015. Était présent la directrice du centre de référence en santé de la production Husseina, Mounira Ali, les directeurs de région sanitaire, Assowe Abdullah Assowe, les représentants de Lions Club de Djibouti, les chefs médecin du poste de santé de Damerjouk, Dr Yassine. Cette activité s'intègre dans le cadre de stratégies de recommandations pour le dépistage précoce des cancers qui sont la reconnaissance des premiers signes et symptômes ainsi que les dépistages par un examen clinique dans des zones pilotes. L'équipe du centre de référence en santé de la production Husseina a pu consulter environ 200 femmes issues de la zone de Douda et d'Amerjouk. Ces femmes dépistées seront orientées pour un suivi et si nécessaire des examens complémentaires comme la biopsie, la coloscopie ou la mammographie. À travers cette journée, la population de cette région a également bénéficié d'une sensibilisation sur le thème de la santé reproductive, l'auto-examen des seins et l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Dans le cadre du projet destiné à la lutte contre ce type de cancer, le Rotary Club de Djibouti Mer Rouge souhaite poursuivre cette collaboration avec le ministère de la Santé. Et le fait divers de ce journal, dans la journée du 14 décembre 2015 à 10h30, l'une des sociétés de la place a été victime d'un vol d'argent et l'affaire a été portée à la brigade Nord pour déposer plainte sur les cas de malversation dont les mises en cause auraient encaissé indûment une somme de 3 382 098 francs JIP. Aussitôt, les gendarmes ont procédé à la recherche du suspect et l'ont arrêté les mêmes jours à 12h dans une maison au quartier 7 bis où il s'est caché. Les gendarmes ont procédé sur place à une perquisition dans la dite maison et ont découvert la totalité du montant dissimulé dans une armoire. Ainsi, les gendarmes ont mis la main sur la somme de 3 382 098 francs correspondant exactement au montant volé. L'auteur de fait sera traduit en justice pour répondre de ses actes. Actualité hors de nos frontières à présent, une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, la première en Afrique, s'est ouverte à Nairobi où elle apparaît comme la dernière chance de faire avancer les cycles de Doha actuellement dans l'impasse. La conférence de Nairobi du 15 au 18 décembre est vitale pour l'avenir de l'OMC, a estimé début décembre devant le Parlement européen Cécile Malmström, commissaire européenne en charge du commerce mondial, alors que les 162 pays membres apparaissent profondément divisés. En 2013, à Bali, les ministres de l'OMC s'étaient mis d'accord en extrémis sur un accord douanier censé booster les commerces mondiaux, les premiers accords multilatéraux depuis la création de l'organisation en 1935. 2 ans après, ils s'y retrouvent dans la capitale kenyane pour tenter de sortir des 14 ans d'impasse. Les cycles de Doha, lancés en novembre 2001 au Qatar. Les cycles de Doha visent à réformer en profondeur sur une base multilatérale les systèmes commerciaux internationaux en réduisant les barrières commerciales et en révisant les règles commerciales. Mais dans les contexte d'enlissement, des pays ont préféré ces dernières années négocier en dehors de l'OMC des accords régionaux en concurrence directe avec l'organisation basée à Genève. Il nous a fallu 18 ans pour accoucher de notre premier accord multilatéral à Bali. C'est bien trop long. Nous ne pouvons pas attendre 18 ans pour donner naissance à un autre, a expliqué mardi à la presse le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo. Fin novembre, il avait pourtant admis
dit qu'aucun progrès n'avait été enregistré lors des négociations préparatoires à la conférence de Nairobi et les pessimismes semblaient des mises à l'ouverture de la conférence. Et aux États-Unis historiques, le fait relève ces taux. C'est une décision historique. La Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur d'un quart de point, sa première hausse depuis juin 2006. Il fluctuera donc désormais entre 0,25% et 0,50% pour la présidente de la Fed, Janet Yellen. Cette décision consacre les progrès réalisés par l'économie américaine. Cette action marque la fin d'une période exceptionnelle de 7 ans pendant laquelle les taux des fonds fédéraux a été maintenu proche des zéros pour aider l'économie à se remettre de la pire crise financière et récession depuis la Grande Dépression, a-t-elle déclaré. Les comités confiants quant à la capacité de l'économie à se renforcer davantage. L'économie revient de très loin, même si la reprise n'est pas encore terminée. La Fed s'est fixée pour objectif de porter graduellement son taux directeur autour des 1,4% d'ici fin 2016. Elle a insisté sur le fait que sa politique monétaire resterait accommodante. Les tours du vue monétaire étaient largement anticipés par le marché dans la mesure où les principaux indicateurs macroéconomiques étaient au vert. Les PIB étaient en hausse de 2,1% au troisième trimestre. L'inflation hors énergie et l'alimentation s'établissait à 2% en novembre. Quant au taux de chômage, il est stabilisé à 5% depuis octobre, son plus bas niveau en 7 ans. C'est tout pour ce journal. On se prend une pause de quelques minutes. On se retrouve juste après pour le focus avec Firdaus Hussein. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue à nouveau sur le Focus avec Firdaus Hussein. Bonjour Firdaus. Bonjour Asma. Alors Firdaus, qu'est-ce que tu as préparé comme sujet pour cet après-midi? Bonjour à tous et pour ce début d'après-midi Asma, je veux tout d'abord parler de ce qui concerne la France. 300 millions d'euros d'indemnisation aux victimes du 13 novembre dernier. La garde des Sceaux, Christine Taubira, a annoncé dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France que l'indemnisation des victimes des attentats du 13 novembre pourrait atteindre un total de 300 millions d'euros. Créé par la loi du 9 septembre 1986, le FGTI est financé par une taxe sur tous les contrats d'assurance qui passera le 1er janvier 2016 de 3,30 € à 4,30 €. Ce dispositif mis en place autour de la cellule interministérielle d'aide aux victimes. Par ailleurs, de son côté, la mairie de Paris avait annoncé hier de nouvelles mesures d'aide en faveur de commerces touchés par des attentats comme les exonérations des taxes ou des droits de place pour les marchés. Ces mesures prennent en compte le manque à gagner sur les activités économiques, des activités situées à proximité des lieux d'attaque. 4 commerces situés sur le boulevard Voltaire recevront un soutien financier de 40 000 € Asma chacun. Il s'ajoute aussi aux 15 commerces déjà identifiés touchés par les attentats qui avaient reçu une enveloppe de 600 000 €. Près de 450 commerces dont les 18 tronçons des rues du 10e et 11e arrondissement seront exonérés des droits de voirie, voire les droits de terrasse ou les droits d'étalage pendant 6 mois. Et notre deuxième sujet, Asma, nous allons le consacrer aux excuses du ministre Trudeau au Canada et s'excuse auprès des Autochtones. Après la publication du rapport de la Commission sur le mauvais traitement sur les enfants amérindiens, inuits, métis dans des pensionnats au Canada, le Premier ministre a demandé pardon au peuple autochtone, un geste salué dans tout le pays. Dès la fin du 19e au 20e siècle, allant jusqu'aux années 70, plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont ainsi été coupés de leur famille et placés de force dans des institutions où les religieux avaient pour mission d'en faire de bons chrétiens s'ils ont subi, pour un nombre d'entre eux, de mauvais traitements allant de l'abus sexuel. C'est ce que révèle le rapport. 3 200 y ont perdu la vie dans près de 50% des cas.
La cause des décès n'a pas pu être élucidée. Selon le rapport, ces années de maltraitance ont notamment creusé le fossé entre les communautés autochtones particulièrement frappées par la violence, le chômage, le suicide, l'addiction et le reste de la population. Des écarts qui condamnent de nombreux autochtones à mener une existence plus brève, plus pauvre, plus perturbée, notent ainsi les 3 commissaires du rapport. Le gouvernement canadien n'a pas seulement décidé d'admettre ses erreurs, mais entend également poursuivre les 94 recommandations de la Commission. Ces dernières exhortent les autorités de mieux financer les systèmes d'éducation et de santé des communautés autochtones, d'adopter des lois sur leur langue, de sensibiliser l'ensemble des Canadiens à ces enjeux, encore de demander aussi au pape et à l'Église catholique de s'excuser auprès des survivants. La Commission somme également Ottawa d'adopter formellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette recommandation est déjà critiquée par les conservateurs du pays qui craignent que ce texte ne soit pas trop contraignant et vienne bouleverser le cadre juridique canadien, voire même la Constitution. Et pour finir, toujours concernant le droit qui soi-disant perturbé dans le monde, nous allons parler de l'affaire Freddie Gray. Donc, tout le monde se rappelle du procès du jeune homme, du jeune noir qui avait été assassiné, qui est mort à la suite de son incarcération. Freddie Gray, le procès d'un policier annulé faute d'accord entre les jurés. Le policier, un Américain accusé d'homicide de Freddie Gray, un noir mort après avoir été interpellé à Baltimore en avril, a été annulé, le jury ne parvenant pas à s'accorder sur un verdict. Également, l'agent William Porté a été le premier des 6 policiers à être jugé à Baltimore dans l'affaire de Freddie Gray. Un noir de 25 ans, dont la mort brutale après son interpellation a déclenché des émeutes locales et un mouvement national de protestation. La nullité de ce procès, un événement rare dans la procédure pénale américaine, est un coup de théâtre qui vient confirmer la complexité et la sensibilité de cette affaire. Il illustre le fossé entre la communauté noire et la police dans certaines villes américaines. Les faits imprégnés de racisme, selon les amis de la victime, remontent au 12 avril dernier. Interpellé par une patrouille, Freddie Gray a subi une grave blessure au vertèbre cervicale lors de son transport sous la garde de 6 policiers et décédé une semaine plus tard. Cet homicide l'avait qualifié la procureure de l'État du Maryland, avait déclenché des émeutes, des pillages et de graves actes de vandalisme. Les autorités avaient déclaré l'état d'urgence, instauré un couvre-feu nocturne et appelé en renfort les militaires de la garde nationale. Le président Barack Obama avait quant à lui condamné les violences tout en relevant les questions troublantes restant en suspens. William Porter avait plaidé non coupable des chefs d'accusation d'homicide involontaire. Mais les violences mises en danger la vie d'autrui et la faute professionnelle lundi. Les avocats de William Porter ont plaidé l'accident tragique et insisté sur le fait que c'était l'accusation qui devait prouver l'homicide de Freddie Gray. C'est toi, Osman. Merci Ferdouz pour tout ce détail. Merci à vous de nous avoir suivis.